Le sujet que je vous propose de traiter est le suivant. À quoi reconnaît-on la vérité? Je vous préviens tout de suite, c'est un sujet assez dense, donc accrochez vos ceintures, mais le jeu en vaut la chandelle. Première partie donc de ce sujet, à quoi reconnaît-on la vérité? L'évidence comme critère de reconnaissance, qui va constituer une première possibilité de réponse. Alors à travers trois axes, tout d'abord vous allez voir la vérité comme adéquation entre l'esprit et le monde, ensuite la question des idées claires et distinctes chez Descartes, et pour finir dans ce premier temps, le statut de la réminiscence chez Platon. La vérité comme adéquation entre l'esprit et le monde. On partira du principe que la vérité définie comme adéquation est celle de l'esprit qui connaît la chose et qui la nomme, puisque l'intellect se prononce sur les choses elles-mêmes. Cette forme de vérité devient une sorte de reconnaissance inhérente au processus de la vérité. Elle est définie notamment par saint Thomas d'Aquin, qui l'appelle en latin adequatio rei et intellectus, conformité de la chose et de l'esprit. En ce sens, reconnaître la vérité, c'est reconnaître ce que je peux en dire, ce que je peux en penser sans l'altérer. Ce modèle thomiste pose ainsi que ce que je dis est vrai, puisque je reconnais le caractère vrai de la chose, quand entre celle-ci telle qu'elle m'apparaît et le jugement que j'établis à son encontre, la dénomination, il y a recouvrement du sens visé par l'intention signifiante. La reconnaissance de la vérité tient alors au fait, dans cette perspective, qu'il y a non-contradiction, par exemple, entre ce tableau qui est effectivement de travers sur le mur quand je me retourne et ce que j'en disais auparavant. Cet exemple, d'ailleurs, est développé par Heidegger au paragraphe 44 de Être et temps, et il tend à montrer que la reconnaissance de la vérité dépend, on le voit ici, d'un accord mesurable par les lois de la logique formelle, un accord qui va lier le sujet et l'objet, pour le dire autrement, le concept et la chose. Deuxième séquence, les idées claires et distinctes chez Descartes, donc autre critère certainement de la vérité et donc de sa reconnaissance, qui participe de l'évidence. Descartes nous dit qu'il peut juger qu'il prend pour règle générale que les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies, mais qu'il y a, dit-il, seulement quelques difficultés à bien remarquer quelles sont celles que nous concevons distinctement, citation extraite du discours de la méthode. Par sa clarté, l'acte réflexif du cogito livre en effet à Descartes la certitude qui justifie le doute qui précède ce moment et qui fonde les découvertes qui suivent. Ayant abouti à cela, à cette clarté du cogito, Descartes juge qu'il peut prendre désormais pour règle générale que ce que nous concevons fort clairement et fort distinctement est toujours vrai. Dans ses principes de philosophie, Descartes précise ce qu'il entend par idées claires et distinctes. Ce sont celles qui sont présentes et manifestes à l'esprit, et celles qui sont, dit-il, si précises qu'elles se distinguent nettement des autres. C'est ainsi que doit être toute connaissance sur laquelle porte le jugement indubitable et qui va être éloignée d'une forme d'obscurité ou de confusion. La pensée, on le voit, des idées claires et distinctes, c'est ce que va dire Descartes, est le propre de la raison. Tout ce que nous concevons à la lumière de la raison se veut clair et distinct, donc vrai, soutient Descartes. Tant que nous discernerons les choses clairement et distinctement, nous ne prendrons pas, dit-il, le faux pour le vrai. Mais dans son discours de la méthode, néanmoins, Descartes observe une sorte d'écueil. Il se rend bien compte qu'il y a justement quelques difficultés à pouvoir remarquer, observer quelles sont les idées que nous concevons clairement et distinctement. C'est un peu comme s'il se disait qu'il y a, en définitive, une certaine difficulté à bien juger et à bien user de notre raison, c'est-à-dire de notre faculté de discernement. Alors la difficulté, quelle est-elle? Elle réside ici dans la manière de considérer les choses, car il est difficile, on va le dire, de considérer les choses comme elles sont, puisqu'il y aura toujours des interférences liées notamment à la sensibilité. On peut penser aux phénomènes d'optique ou aux illusions qui nous trompent. C'est donc à la suite de la règle de l'évidence et de la reconnaissance de la vérité, fondée par ces idées claires et distinctes, que Descartes se met à réfléchir sur le fait qu'il doute, un doute qui nous est présenté comme une sorte d'étape essentielle du parcours de Descartes lui-même. Il s'agit, rappelons-le, pour lui de s'assurer de la solidité de ses connaissances. Il lui faut trouver une bonne fois pour toutes un fondement inébranlable à partir duquel il peut déduire tout le reste sur le modèle d'une évidence de type mathématique,
du genre 2 et 2 font 4, ce qui, dira Descartes d'ailleurs, reste vrai même en rêve. On peut donc dire, pour terminer, que la méthode cartésienne commence en réalité par la remise en question, la mise en doute systématique de toutes les connaissances, précisément qui nous semble évidente, et de cette réfutation volontaire et méthodique des connaissances découlera une sorte de délivrance de l'ensemble des préjugés ou de connaissances tachées de germes obscurs. Douter, dit Descartes, prépare le chemin pour accoutumer notre esprit à se détacher des sens et à s'élever à la certitude. Autre séquence, donc la réminiscence chez Platon, défendue notamment et présentée dans le Phédon ou encore autre ouvrage dans le Ménon. Pour rendre compte du phénomène de la connaissance, ainsi que pour distinguer l'être de l'apparaître, Platon est amené à poser un monde des idées, topos noetos en grec, distinct du monde sensible dans lequel nous vivons, un monde donc idéal qui porte l'ensemble des essences parfaites, immuables, des objets qui peuplent le monde dans lequel nous vivons. Ce monde des idées, loin au-dessus de nos têtes, parfait et éternel, existait avant notre monde sensible. Celui-ci n'en est qu'une copie imparfaite. Là où dans le monde des idées n'existe par exemple qu'une idée parfaite de triangle, il existe en revanche dans le monde sensible une infinité de triangles particuliers dont aucun, observe Platon, n'épuise l'essence du triangle. D'où la question qui nous intéresse, comment pouvons-nous dès lors acquérir la notion générale de triangle? Il faut bien pour cela, puisque nous l'avons vu, la sensation ne suffit pas, que nous ayons accès d'une manière ou d'une autre au monde des idées, et c'est là où la question de la vérité, évidemment, se fait jour. Or, cette relation au monde des idées pose problème, car ces idées, ces essences, ces eidai en grec, ne sont pas visibles, elles sont hors du monde dans lequel nous vivons. Nietzsche dira dans un arrière-monde inaccessible qu'il condamne d'ailleurs. La solution que propose Platon à ce problème réside dans ce qu'on appelle la théorie de la réminiscence, anamnésis en grec, qu'on traduit en français soit par ressouvenir, au sens proustien du terme, soit par anamnèse, de façon plus soutenue. On en trouve des références dans le Phédon ou dans le Ménon. Le Ménon notamment, où Socrate, dans un texte célèbre, pose des questions à un jeune esclave qui parvient à retrouver en lui des connaissances de géométrie très pointues qu'il n'a pourtant jamais apprises, et ce qui serait bien le signe que la vérité est toujours déjà en nous, il suffit de la réveiller, et pour cela il faut la révéler à l'individu grâce à la maïeutique, c'est-à-dire à la discussion philosophique. Deuxième temps pour affronter ce sujet de dissertation, donc la reconnaissance de la vérité comme représentation abusive à travers trois séquences. Tout d'abord une critique hegelienne de la notion de fausse conformité, ensuite une définition de l'esprit comme absolu dans le rapport de soi à soi, enfin la position de Platon dans le Cratyle. Alors la critique hegelienne de la fausse conformité renvoie au fait que le modèle de la représentation, hérité de saint Thomas, demeure au cœur de la question de la reconnaissance de la vérité. C'est un schéma pour Hegel dont il convient de se déprendre pour penser l'absolu qui est assimilé au vrai, c'est-à-dire au tout, c'est-à-dire dans le vocabulaire de Hegel comme adéquation du contenu au contenu, c'est-à-dire une forme de consonance, pour le dire en allemand, Zusammenstimmung. Le concept n'est pas différent de l'objet, il y a là une reconnaissance de soi par soi qui définit la vérité. Hegel soutient que la vérité est donc une reconnaissance de l'identité du vouloir et de l'entendement, autrement dit de l'identique et de la différence, du sujet et de l'objet, puisqu'ils ne le comprennent pas, ceux, dit-il, qui appartiennent à l'ensemble de la tradition philosophique qu'il englobe sous l'appellation de la finitude. Cette pensée finie, en effet, héritée d'Aristote notamment, et de saint Thomas, est celle qui se méprend sur le sens du mot reconnaissance. En effet, la pensée finie est une pensée d'entendement qui par principe sépare et exclut, elle oppose dans son langage le sens et l'être, le signifiant et le signifié, elle est prisonnière d'une logique de la reconnaissance comme rapport d'adéquation de l'esprit humain au monde réel. Elle ne comprend donc pas cette pensée finie dans le système hegelien que la vérité c'est l'absolu lui-même, c'est le rapport de soi à soi qui ne peut se penser dans un langage cloisonnant. Deuxième séquence, la vérité pensée par Hegel est l'absolu lui-même, rapport de soi à soi qui dépasse le cadre d'un langage qui serait segmenté. La pensée de la finitude ne pense plus la vérité que comme reconnaissance. Or, cette reconnaissance chez Hegel n'est jamais que fausse conformité. En effet, cette pensée finie croit qu'il suffit de reconnaître fusionnellement dans les mots les choses qu'il désigne et qui en seraient topographiquement essentiellement distinctes,
Ce faisant, cette tradition se méprend sur ce que penser veut dire, sur ce que dire la vérité signifie. Elle pose en effet cette tripartition, l'expression d'un côté, le sens de l'autre, les choses qui se promènent entre les uns et les autres, de façon que la manière dont nous posons les pensées comme un milieu entre les choses et nous exclut en fait de celle-ci, au lieu, dit Hegel dans sa logique, de nous rassembler en elle. Hegel veut donc faire toucher du doigt, pour ainsi dire, à la pensée finie, l'étroitesse de sa conception de la vérité, car la conscience commune, dit-il, ne se pose pas des questions fort philosophiques du type « y a-t-il une vérité de la qualité ? Y a-t-il une vérité de la substance ?» Il s'agit donc bien de se délivrer ici du pathos, de la souffrance en grec, de la vérité, afin de redonner ses lettres de noblesse à la seule reconnaissance qui vaille, ce qui passera par une reconquête du langage. On peut terminer par une citation de Hegel. On appelle correct, dit-il, richtig en allemand, une définition quand ce qui se trouve de son objet est conforme à la conscience ordinaire que nous en avons, c'est la position thomiste, mais cependant le concept n'est pas par là même déterminé en soi et pour soi, il est déterminé selon un présupposé qui est le critère ou la mesure du vrai. Or, dit Hegel, nous n'avons pas à user d'un tel critère, mais, je le cite, à laisser les déterminations vivantes elles-mêmes répondre par elles-mêmes, formule du paragraphe 24 de l'encyclopédie. On voit que, critiquant ouvertement une reconnaissance de la vérité qui reposerait sur le critère de l'adaequatio en latin, Hegel peut désormais s'employer à montrer que certains objets peuvent tout à fait ne pas être dits vrais, alors même pourtant qu'ils satisfont à la rectitude représentative. On peut illustrer par une dernière formule. La vérité, dit-il, désigne ordinairement l'adéquation de la pensée et de l'objet, mais au sens philosophique du terme, au sens hegelien, entendons, la vérité, pour s'exprimer abstraitement, désigne plutôt l'adéquation du contenu au contenu lui-même, ce qui est une toute autre définition que précédemment. Au reste, dit Hegel, on trouve, à vrai dire, dans une partie du langage courant, le sens plus profond, philosophique de la vérité. On parle par exemple, poursuit-il, d'un ami vrai, entendant par là l'amitié comme ce qui est conforme au concept de l'amitié. On parle aussi, observe-t-il, d'une vraie œuvre d'art. Dans tous les cas, il le note, le non-vrai est le mauvais, le non-approprié en soi-même. Et en ce sens, un état mauvais est un état non-vrai, et le non-vrai, dit-il, et le mauvais consiste en général dans la contradiction entre, d'un côté, la détermination du concept, et de l'autre, l'objet en tant que tel. Troisième séquence, dernière séquence dans cette première partie, Socrate contre Cratyle. La vérité est première et les mots n'en sont qu'une copie. Cratyle est à la fois un personnage qui s'oppose à Socrate et le nom évidemment d'un dialogue de Platon dans lequel ce personnage intervient. La source de cette pensée inadéquate de l'adéquation comme signe de la vérité, dont parle par exemple Heidegger, peut remonter précisément au Cratyle de Platon. Contre Cratyle qui pense le mot comme l'expression de la chose même, Socrate établit que, pour sa part, les mots ne sont que des images destinées à imiter approximativement la nature des choses qu'ils désignent. C'est ce qu'il souligne en 439 AB dans le Cratyle. En considérant ainsi que la vérité est première et que les mots n'en sont qu'une copie, un exemplaire, justement plus ou moins adéquate à ce qu'ils désignent, Cratyle admet ainsi l'altérité des significations à leur index. Nous sommes dans le troisième temps maintenant, la vérité comme écoute de l'être qui permet de dépasser les deux premières positions. Donc d'un côté les critères de la vérité comme évidence et de l'autre ce qu'on a établi comme étant, dans la limite évidemment de cette proposition, l'incapacité de l'esprit à s'affranchir du langage pour penser le vrai. Alors ici deux temps, tout d'abord la logique existentielle du Dasein développée par Heidegger, et puis pour terminer la vérité du devenir sujet telle qu'elle est développée dans la philosophie de Søren Kierkegaard. Première séquence, ici dans ce troisième temps, donc la logique existentielle du Dasein heideggerien, paragraphe 44 d'être étant, Sein und Zeit en allemand, on voit que reconnaître de manière authentique la vérité, et non pas simplement croire l'épuiser dans une connaissance d'objet qui est propre à l'entendement dans la tradition classique, la pensée finie, dit Hegel, c'est saisir pour Martin Heidegger qu'elle ne se résume pas à ce qui est vrai dans la vérité. Ainsi, dans le mot Wahrheit en allemand, vérité en français, Heidegger souligne que le suffixe heit renvoie à l'adjectif heiter, et c'est ce qui exprime à l'origine l'éclat du ciel, diurne ou nocturne, quand il est sans nuage.
c'est l'équivalent du serenus latin désignant chez Goethe la lumière qui porte par-delà la grisaille. La vérité, ramenée à ce sens étymologique, c'est donc ce qui fait briller le vrai, c'est l'éclat ou la splendeur du vrai. Heidegger rejoue ainsi la généalogie du concept de vérité dans ce paragraphe 44 de Être et temps et montre en quoi l'adéquation du jugement à l'être est une profonde méconnaissance du vrai de la vérité qui reçoit ici un sens, disons-le, plus poétique, voire plus métaphysique. Critiquant les trois thèses selon lesquelles, dans l'ordre, la vérité reposerait dans le jugement, la vérité ferait l'objet d'un accord de conformité, et pour finir, selon laquelle ce serait Aristote qui devrait assumer la paternité des deux premières conceptions, Heidegger interroge, pour sa part, l'adéquation quant à ce qu'elle présuppose, et il établit que la vérité n'est jamais que la reconnaissance, en laquelle d'ailleurs, dit-il, elle coïncide et s'éclaire, c'est le sens du Wahrheit étymologique, reconnaissance de la liberté, du Dasein, celui qui, par sa conscience, est en sachant qu'il est, et quelle place il occupe ici-bas, ce qui fait de cet homme un étang particulier parmi tous les étangs. Heidegger le nommera d'ailleurs le seigneur de l'étang. Ainsi peut-il nous dire dans ces questions 1, l'existence de la vérité comme liberté consiste dans l'exposition au caractère dévoilé de l'étang en tant que tel. Ainsi, parce qu'il est foncièrement libre, l'homme qui veut reconnaître sa vérité ou cette vérité est toujours de fait exposé à l'errance. On rappellera que le caractère dévoilé de l'étang traduit le grec aletheia. Deuxième séquence, aletheia comme dévoilement et liberté de l'étang. Heidegger propose d'abandonner la conception traditionnelle qui pense l'héritage d'Aristote et la vérité donc sur le modèle d'une reconnaissance, mais telle une peau de chagrin qui serait réduite à la seule conformité, adéquatio, de l'être au réel. Et il entreprend au contraire d'élaborer une nouvelle logique, alors non plus catégorielle, mais on l'appelle existentielle, qui permette de penser cette reconnaissance qu'est la vérité comme la naissance même du Dasein, donc l'homme qui pense son être là et qui pense sa vérité, traduction française du mot aletheia. La logique traditionnelle se trompe donc, qui pense, dit Heidegger, l'accès à la vérité uniquement sur le modèle du jugement et de sa non-contradiction logique. En effet, dit-il, ce n'est pas la proposition qui constitue la vérité, comme on pourrait s'y attendre, c'est l'inverse, c'est la vérité qui institue la proposition. Le jugement, si on veut résumer, n'est pas ce à partir de quoi on reconnaît la fiabilité de ce qui paraît vrai. La vérité est bien plutôt ce qui rend possible qu'il y ait seulement quelque chose comme le jugement. Ainsi, pour citer Heidegger, ce n'est pas nous, dit-il, qui présupposons la vérité elle seule rend possible quelque chose de tel que le jugement. On peut donc terminer en disant que la logique existentielle est celle qui structure l'être humain lui-même comme Dasein, au lieu de le déterminer, comme dans l'ancienne logique, en fonction des propriétés des choses et du langage. Elle repose ainsi comme sur son socle, sur cette notion d'aletheia, par quoi il faut entendre le dévoilement à découvert de l'étang désocculté, la levée du voile qui définirait la vérité dans son étymologie même. Alors, dernière séquence dans ce grand 3, la vérité c'est de devenir sujet, selon la formule de Kierkegaard dans le post-scriptum aux miettes philosophiques. On va ici évidemment de déplacement en déplacement, c'est l'ultime partie de la dissertation. S'emportant contre les tentatives des différentes connaissances d'entendement, voulant à tout prix se donner un objet, s'emportant contre la logique de Hegel qui intègre la temporalité d'une dialectique de la pensée où se déploie dans un mouvement conjoint l'être et la pensée afin d'atteindre l'absolu qui est le vrai, Kierkegaard pour sa part demande donc qu'on n'omette pas la question du sujet qui lui paraît plus centrale et essentielle. Il critique ainsi directement le système totalisant de Hegel dans la deuxième partie de son ouvrage, le post-scriptum aux miettes philosophiques. Il entend ici rappeler qu'un système où l'absolu est résultat, on reconnaît la philosophie de Hegel, ne donne pas droit de citer à l'individu existant, qui n'est qu'un point géométrique par lequel passe cette courbe de l'absoluité. Car exister, soutient Kierkegaard, c'est devenir. Et ce devenir du sujet existant, Kierkegaard ne le conçoit pas autrement que dans le déploiement de la subjectivité dans son rapport au vrai. La vérité, dit-il, est la subjectivité, c'est ce que clame son héros, Johannes Climacus, dans le post-scriptum. Kierkegaard craint en effet que, dans l'unité de l'être et de l'objet, qui forme évidemment l'absolu, l'existant soit manipulé et son rapport à la vérité oblitéré, comme ayant toujours déjà eu lieu en quelque sorte, étant toujours déjà préprogrammé. Or, il est essentiel que ce rapport soit clarifié, qu'il soit spécifié,
Kierkegaard y insiste à l'envi, je le cite, le système, c'est l'unité du sujet-objet, de l'objet et de la pensée. Au contraire, l'existence les sépare. Parler philosophiquement, dit-il, ce n'est pas tenir un langage fantastique à des êtres eux-mêmes fantastiques, mais à des existants. Alors mon conseil sur cette notion technique, la vérité concerne a priori l'ordre du discours, et il faut en cela bien la distinguer de la réalité. Elle se définit traditionnellement, cette vérité, avec saint Thomas, comme l'adéquation entre le réel et le discours, c'est-à-dire la qualité d'une proposition en accord avec son objet. Il est important de rappeler de ce point de vue qu'il y a une vérité formelle en logique ou en mathématiques qui, elle, désigne plus simplement l'accord de l'esprit avec ses propres conventions. On parlera de vérité logique ou de cohérence logique d'un système formel. Mais il y a aussi une vérité expérimentale qu'on peut définir comme la non-contradiction de nos jugements, l'accord et l'identification de nos énoncés à propos d'un donné matériel. On distinguera donc soigneusement la réalité qui concerne un objet, ce stylo, cette fenêtre sont réels d'une part, et la vérité d'autre part qui est une valeur qui concerne un jugement. Ainsi, le jugement « ce stylo est bleu » est un jugement vrai ou bien un jugement faux. La vérité ou la fausseté qualifie donc non l'objet lui-même, mais la valeur de mon assertion. On voit que la philosophie, parce qu'elle est recherche de la vérité, y compris au sein du langage, pose en définitive le problème des conditions d'accès à cette vérité et donc des critères du jugement vrai.